Bonjour Gabriel Zuckman et merci de nous passer du temps un petit peu avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter pour le public qui ne te connaîtrait pas en France? Je suis Gabriel Zuckman, je suis professeur d'économie à l'Université de Berkeley en Californie et l'auteur du Triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie. Merci beaucoup. Alors, tu publies un nouvel ouvrage de référence et dans tes travaux, tu fais le lien assez fort entre évasion fiscale des multinationales et les inégalités. Est-ce que tu peux nous expliquer ce lien et en quoi il est assez marquant? Bah, L'impôt sur les sociétés joue un rôle fondamental dans le système fiscal parce que si l'impôt sur les sociétés est trop faible, le problème c'est qu'ensuite les gens se transforment en société pour gagner des revenus via leur entreprise soumise au taux d'impôt sur les sociétés plutôt que soumise au barème de l'impôt progressif sur le revenu. C'est pour ça que tous les pays qui ont un impôt, quand ils ont créé leur impôt sur le revenu, ont aussi créé l'impôt sur les sociétés. Et tous les pays qui ont un impôt sur le revenu des personnes physiques ont un impôt sur les sociétés. Donc le problème là, c'est avec la concurrence fiscale, la course au moins-disant fiscal en matière d'impôt sur les sociétés. Le risque, c'est qu'à terme, l'imposition des revenus progressive, telle qu'on la pratique depuis plus d'un siècle, disparaisse. Donc tout élément, tout plan de réforme de la fiscalité doit commencer par résoudre les problèmes d'optimisation fiscale des entreprises si on veut sauver l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Par ailleurs, euh, le problème avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'optimisation fiscale des multinationales, c'est que à qui ça profite tout ça? Ça profite essentiellement aux sociétés multinationales et à leurs actionnaires, donc plutôt à une petite minorité d'acteurs économiques. Et si la mondialisation est synonyme d'impôts toujours plus faibles pour ces grands gagnants, et en même temps d'impôts plus élevés pour les catégories sociales qui ont peu ou pas profité de la mondialisation, les petits commerces, les retraités, les travailleurs à bas salaire, tout le monde comprend que ce n'est pas soutenable économiquement ou politiquement. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut absolument apporter des réponses aux problèmes posés par l'optimisation fiscale des multinationales. Merci. Et du coup, sur quelles failles de la mondialisation s'appuient ces multinationales? Est-ce que ces failles sont irréductibles? Non, pas du tout. Donc le problème actuel, c'est que si une entreprise arrive à enregistrer des bénéfices dans un paradis fiscal, les Bermudes, l'Irlande, en manipulant ses prix de transfert, ou en déplaçant son siège social ou ses activités, ses usines, ses bureaux dans un territoire à fiscalité faible, il n'y a aucun pays qui joue le rôle de percepteur fiscal de dernier ressort. C'est-à-dire à partir du moment où les bénéfices sont enregistrés aux Bermudes, donc par exemple Google a enregistré 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Bermudes en 2018, aucun pays ne va chercher à taxer cette assiette fiscale-là. Donc c'est ça le problème central. Et la solution à ce problème est assez simple. Il faut qu'il y ait des pays qui jouent le rôle de collecteur fiscal de dernier ressort. C'est-à-dire que pour chaque entreprise, on peut calculer le déficit fiscal, la différence entre ce que cette entreprise devrait payer en impôts si ses bénéfices étaient taxés à un certain taux minimal, disons 25% pays par pays, et ce que l'entreprise paye effectivement en pratique en impôts. Bon, dans le cas de Google, 20 milliards aux Bermudes taxés à 0%, il y a un déficit fiscal. N'importe quel pays, la France, les États-Unis, l'Allemagne pourrait dire en contrepartie d'accéder à notre marché à nous, on va prélever une partie de ce déficit fiscal. Et à partir du moment où un certain nombre de pays commencent à jouer ce rôle-là, il deviendrait inutile pour les entreprises d'enregistrer des bénéfices dans les paradis fiscaux parce qu'ils paieraient moins aux Bermudes, certes, ils continueraient à payer peu, mais ils devraient payer davantage en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays qui essaieraient de collecter le déficit fiscal. Et donc on verrait les paradis fiscaux, ils n'auraient plus aucun intérêt à offrir des faibles taux d'imposition, et donc on les verrait dans les années qui viennent augmenter leur taux d'imposition. Donc on voit comme ça comment on peut basculer de la course au moins-disant fiscal qui sévit actuellement, dumping fiscal généralisé, vers une course au mieux-disant fiscal. À partir du moment où certains pays disent, voilà, nous, on va prélever les impôts que les paradis fiscaux choisissent de ne pas prélever. D'accord. Et dans son dernier ouvrage, Thomas Piketty appelait à une certaine forme d'audace face au système inégalitaire actuel. Est-ce qu'on a les moyens crédibles de le faire évoluer et est-ce que, par exemple, tes travaux avec Boris Vallaud peuvent être mis dans ce contexte-là? Bien sûr, moi, ma réflexion, mes travaux, mes livres s'inscrivent en porte-à-faux contre l'idée que finalement
la mondialisation telle qu'elle existe est la seule forme possible de mondialisation. Les traités de l'intégration européenne ne seront jamais réécrits, les traités de la mondialisation ne peuvent pas être modifiés. Je pense que c'est faux. Donc la mondialisation qui existe n'est qu'une forme de mondialisation parmi beaucoup d'autres formes de mondialisation possibles. Et en particulier, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau des États, même sans accord international. Alors évidemment, pour régler les problèmes fiscaux de la mondialisation, l'idéal c'est un accord international, c'est la coopération la plus vaste possible. Le problème c'est qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que toute la question c'est comment on arrive à forger des accords internationaux compte tenu des intérêts divergents des différents pays. C'est pas facile. Donc en pratique, et de façon un peu paradoxale, il me semble que quand on regarde l'histoire, on voit que la façon d'aboutir à des accords internationaux, c'est paradoxalement quand des États prennent des actions unilatérales, qui ensuite font tache d'huile et qui ensuite enclenchent un processus qui débouche in fine sur des accords. Dans le cas français, par exemple, on a travaillé avec Boris Vallaud sur l'idée que la France prenne des mesures unilatérales pour policer les multinationales, pour taxer les multinationales françaises qui ont un déficit fiscal et dire, bon voilà, si des multinationales françaises enregistrent des bénéfices dans un territoire à fiscalité faible, elles vont devoir payer la différence en France. Donc la France va collecter leur déficit fiscal. Bon, ça, il n'y a rien qui empêche la France de faire ça, c'est une question de volonté politique et moi je suis convaincu que si un pays comme la France commençait à faire ça et arrivait à démontrer, regardez, on arrive à collecter plus de recettes fiscales sur ces grands gagnants de la mondialisation, très vite d'autres pays emboîteraient le pas et on pourrait inverser la spirale de la concurrence fiscale internationale. Merci. Et pour revenir à tes premiers travaux concernant la concurrence fiscale entre les États membres de l'Union, ou en tout cas proches de l'Union, on pense à la Suisse, est-ce qu'on dispose de ces moyens pour les contraindre, le Luxembourg, l'Irlande comment peut-on faire au sein de cette Union européenne ou avec cette approche pour y parvenir ? Oui, on peut toujours agiter la menace de sanctions économiques ou de représailles sur certains aspects, de certaines dimensions de la coopération internationale. Par exemple, ce qui a très bien marché avec les banques suisses, c'est quand les États-Unis, en 2010, ont tapé du poing sur la table et ont dit « Ah, maintenant, il faut que vous nous envoyiez vos informations sur vos clients américains, sinon vous allez faire face à des sanctions du type une taxe de 30% sur tous les intérêts et les dividendes de sources américaines. » Et alors, sous la menace, les banquiers suisses ont accepté de coopérer avec les États-Unis, puis ensuite les autres pays de l'OCDE ont dit « Ah regardez, vous acceptez de coopérer avec les États-Unis, donc pourquoi pas avec nous ?» Et cette action unilatérale des États-Unis et cette menace de sanctions économiques bien spécifiées, bien précises, a permis l'émergence d'une nouvelle forme de coopération internationale, en l'occurrence l'échange automatique de données bancaires, qui était jugée parfaitement utopique il y a 10 ans. Donc on voit comment en relativement peu de temps, on peut faire des progrès. Encore faut-il que certains pays prennent l'initiative et bon, dans le cas du secret bancaire, c'est les États-Unis qui ont pris l'initiative en 2010. Il n'y a aucune raison, ça pourrait être la France, ça pourrait être des petites coalitions de pays au sein de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, pourraient avoir une position commune. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on va réussir à faire des progrès en matière d'imposition des sociétés multinationales. Pour ouvrir un peu et sortir du sujet à proprement parler de l'optimisation ou de l'évasion fiscale des multinationales, tu as appelé récemment à sortir de l'âge sombre en matière de données sur les questions des inégalités. Quels sont les enjeux ici ? Il y a eu une démission de la statistique publique sur les questions d'inégalité de fortune, de mesure de la concentration des patrimoines. Et donc, c'est difficile d'avoir un débat démocratique bien informé, de qualité, quand il n'y a pas de chiffres officiels sur la concentration des patrimoines, même sur la concentration des revenus. Il y a pas mal d'opacité, dès qu'on s'intéresse aux très très hauts revenus, et énormément d'opacité sur la question des taux effectifs d'imposition par groupe de revenus, par groupe de patrimoine, et qui paye quoi en pratique. Ce qui, dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire est de l'ordre de 50% du revenu national, est quand même embêtant. Et ce qui, par ailleurs, dans un contexte où il y a tout un tas d'organisations internationales qui disent que des progrès phénoménaux sont réalisés en matière de lutte contre l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale, sauf que, est aussi embêtant parce qu'ils sont incapables de montrer des chiffres concrets, de dire, par exemple, avant, le taux effectif d'imposition des très grandes fortunes était de 30%, et grâce à toutes nos actions, à notre volontarisme, on est monté à combien ? 35, 40, 45%. Donc ce genre de statistiques
n'existe pas, ce qui permet aux différents acteurs de tenir toutes sortes de discours qui les arrangent sans pouvoir se prononcer sur la véracité de ces discours. Donc il est urgent que l'État, que les instituts statistiques gouvernementaux publics se réapproprient la question de la mesure des inégalités, en particulier les inégalités de fortune, de la progressivité fiscale, et soient à même de publier des statistiques détaillées et précises sur ces questions. Tu parlais du top 1%. Depuis quand la concentration du patrimoine parmi ce top 1% a-t-elle lieu et de manière plus générale, et peut-être en extrapolant un peu, est-ce qu'on peut parler d'une sécession du jeu démocratique de la part de cette part de la population? L'augmentation des inégalités de fortune, c'est un phénomène qu'on observe au niveau mondial depuis les années 80-90. Si on regarde les très très grandes fortunes mondiales, les milliardaires tels que mesurés par le magazine Forbes par exemple, on voit que la fortune des milliardaires a augmenté à un rythme de 7-8% par an en moyenne nette d'inflation depuis les années 80, quand le patrimoine moyen à l'échelle mondiale a augmenté que de 2 et quelques pourcents et les revenus en moyenne ont augmenté encore moins. Donc il y a cette augmentation des inégalités de fortune au niveau mondial. Ensuite, le processus est un peu différent dans les différents pays. Les inégalités n'ont pas augmenté au même rythme, elles ont augmenté beaucoup plus fort aux États-Unis que dans beaucoup de pays européens, mais elles ont quand même augmenté en France et dans la plupart des autres pays européens. Et on aurait bien tort d'attendre que la situation devienne aussi catastrophique qu'aux États-Unis pour s'y préoccuper en France. Derrière tout ça, il y a des changements en matière de politique publique, en matière en particulier de fiscalité du capital, de fiscalité des grandes fortunes, l'abolition de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui constitue un moteur important de l'augmentation des inégalités patrimoniales et qui risque, avec les réformes qui ont été prises au début du quinquennat Macron, ces inégalités risquent d'augmenter encore plus vite qu'elles n'ont augmenté dans les années 90, 2000 et 2010. D'accord. On te sait investi dans la campagne autour des primaires démocrates aux États-Unis, notamment avec un site internet qui propose de pouvoir estimer les potentielles réformes fiscales. De l'étranger, on ressent un vrai basculement vers des idées très à gauche aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous présenter les principaux angles de la campagne ? C'est vrai qu'il y a un renouveau un peu du progressisme aux États-Unis, dans le Parti démocrate, avec l'émergence de nouvelles figures, Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, et d'une plateforme ambitieuse en matière de justice économique, sociale et climatique, qui répond à une demande très forte de la part de l'électorat américain, et donc qui se traduit sur plusieurs plans. Il y a la question fiscale, bien sûr, avec des propositions phares qui est faite par Bernie Sanders, par Elizabeth Warren, consiste à introduire un impôt sur les très grandes fortunes aux États-Unis, commençant à 32 millions de dollars de patrimoine dans le cas de Bernie Sanders, avec des taux qui iraient jusqu'à 8% par an, au-delà de 10 milliards de dollars de patrimoine. Donc un impôt sur la fortune très ambitieux, beaucoup plus ambitieux que ce qui a jamais existé dans quelque autre pays que ce soit. Pour voir à quel point cette mesure est ambitieuse, on peut faire le calcul suivant qui est instructif. On peut dire, si on appliquait le barème Bernie Sanders d'impôt sur la fortune au cas de la France, donc mettons on commence à taxer les patrimoines au-delà de 30 millions d'euros à 1% entre 30 millions et 50 millions, puis 2% entre 50 millions et 100 millions, puis le taux augmente, 8% au-delà de 10 milliards, ça rapporterait de l'ordre de 25 milliards d'euros en France par an, ce qui est 5 fois plus que ce que l'ISF, qui était supprimé en 2017, rapportait. Sur ces 25 milliards d'euros, il y aurait 13 milliards d'euros qui viendraient des seuls milliardaires. Il y a une quarantaine de milliardaires français. Comme les taux sont élevés sur les milliardaires, ça rapporterait beaucoup d'argent. Et donc 12 milliards sur les foyers fiscaux entre 30 millions d'euros de patrimoine et 1 milliard d'euros de patrimoine. Donc ça, c'est des propositions qui jouent un rôle important dans la campagne des démocrates américains. Il y a d'autres propositions en matière d'assurance maladie universelle. Les États-Unis sont très en retard par rapport à tous les autres pays développés. En matière d'accès plus égalitaire à l'enseignement supérieur, réduire les frais d'inscription à l'université, en particulier augmentation du salaire minimum qui est très bas aux États-Unis, 7,25 $, à peu près 6,50 $, quand même significativement plus faible qu'en France, alors que pendant longtemps, le salaire minimum était plus élevé aux États-Unis. Il a été introduit aux États-Unis en 1938, avant le SMIC en France en 1950. Bon, donc c'est toutes ces réformes-là qui sont proposées. Et est-ce que c'est très à gauche? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très populaire
dans l'électorat, hein, individuellement, toutes ces mesures sont plébiscitées par une majorité de démocrates et souvent par une majorité d'électeurs républicains aussi. Par exemple, la question de l'impôt sur les très grandes fortunes, il y a plus de 70% de démocrates qui se disent en faveur d'un impôt de cette fortune et plus de 50% des indépendants et des républicains aussi. C'est pour ça qu'on peut penser que ces idées, cette plateforme politique-là a une certaine viabilité politique. Ensuite, est-ce que ça va s'avérer payant dès 2020 ou est-ce qu'il faut attendre 2024, 2028? Ça, personne ne sait. Qu'est-ce que tu répondrais à l'argument, au contre-argument conservateur classique sur ce sujet en disant que ça va faire fuir les capitaux, réduire l'investissement? Alors, il y a deux arguments qui sont en général opposés à ce type de réforme, en particulier à l'idée d'avoir un système fiscal plus progressif. Il y a un argument de nature proprement économique et en même temps quelque peu idéologique, qui consiste à dire il ne faut pas trop taxer les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, parce qu'il faut les laisser travailler, innover, et puis ça va ruisseler dans le reste de l'économie et ça va in fine bénéficier aux classes populaires et aux classes moyennes. Et ensuite, il y a un deuxième type d'argument qui est, même si c'était désirable de taxer ces très hautes fortunes, les milliardaires, mettons par exemple, c'est impossible parce qu'ils vont s'expatrier et on ne sait pas comment les taxer à partir du moment où ils partent. Alors, sur le premier argument, disons la théorie du ruissellement, la théorie des premiers de cordée dans sa reformulation française, macronienne, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'abord, oui, pourquoi pas, c'est un argument théorique qu'il faut écouter, qui en principe est recevable, mais ensuite il faut regarder les chiffres, il faut regarder les données, et en particulier, le cas des États-Unis est frappant. Les États-Unis, eux, ils ont mis en application la théorie du ruissellement à partir des années 80 avec Reagan, donc la théorie a été testée. Quel bilan est-ce qu'on peut en tirer? Un bilan quand même très peu flatteur, avec une croissance du revenu national faible sur la période 1980-2018, seulement 1,4% par an en moyenne aux États-Unis, et surtout une croissance très inégalitaire, avec pour 90% de la population, moins de 1,4% de croissance par an, et pour les 0,1%, 0,01% les plus riches, des taux de croissance de 4, 5, 6% par an. Pour les classes populaires américaines, quasiment zéro croissance du revenu entre 1980 et 2018. C'est-à-dire que le revenu moyen des classes populaires des 50% des Américains avec les revenus les plus faibles en 1980, c'était 18 000 $ par an par adulte en dollars d'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est à peu près 18 500 $. Quasiment zéro croissance sur 4 décennies. Aucune trace, pour le dire autrement, de ruissellement. Donc, je pense qu'il est quand même grand temps de tirer les leçons de cette expérimentation à grande échelle. Et qui de fait a très largement discrédité la théorie du ruissellement aux États-Unis. Il y a quand même très peu de gens qui y croient encore, et je crois d'ailleurs en fait il y a très peu de gens qui y croient en France et en Europe. C'est pour ça que les deuxièmes types d'arguments en réalité sont plus importants parce qu'ils sont plus ancrés dans les esprits. L'idée qu'on peut rien faire, le défaitisme. Et d'ailleurs, nous, notre livre, Le Triomphe de l'injustice, s'attaque vraiment à ça. Parce que c'est un type d'argument qui a été pris au sérieux, qui a, à la fois par des gens de gauche, de centristes, de droite, l'idée que, dans un monde globalisé, la concurrence fiscale est une fatalité, on ne peut pas être les seuls à taxer plus les entreprises, parce que sinon les capitaux vont partir à l'étranger, ou les grandes fortunes, parce que sinon elles vont s'expatrier. Donc ça mérite d'être analysé précisément. Et nous, ce qu'on explique, c'est... non, attention, donc il y a des problèmes sérieux posés par la mondialisation, mais on peut faire autrement. On peut choisir une autre forme de mondialisation. J'ai déjà expliqué comment, en collectant le déficit fiscal des multinationales, des pays pouvaient unilatéralement mieux taxer les grandes entreprises. Ensuite, sur la question de la taxation des grandes fortunes, la réponse est la suivante. Aujourd'hui, si vous avez une très grande fortune en France et vous choisissez de vous expatrier, au 1er janvier de 2021, vous n'avez plus d'impôts à payer en France. Immédiatement, vous n'êtes plus taxable en France. Les Américains, c'est le cas polaire, c'est-à-dire que si vous avez la nationalité américaine, si vous expatriez, vous devez continuer à payer des impôts aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours. Ces deux cas polaires me semblent trop extrêmes l'un comme l'autre, et je pense qu'on peut envisager un scénario intermédiaire où, si vous avez été résident fiscal français pendant 20, 30, 40 ans, vous allez devoir continuer à payer des impôts en France pendant 5, 10, 15 ans si vous vous expatriez dans un paradis fiscal. Et la logique me semble quand même très forte, et elle consiste à dire, si vous êtes devenu milliardaire en France, vous n'avez pas bâti une énorme fortune en France, c'est quand même en partie grâce aux infrastructures françaises, aux travailleurs qui ont été formés par des enseignants français, et donc tous les contribuables français ont contribué
à payer, à financer, et ont contribué à ce succès. Donc il n'y a aucun droit naturel à s'expatrier ensuite, fortune faite, et à plus rien payer en France. Et on voit comme ça, avec une taxation des expatriés de cette nature, comment on peut, pas résoudre, mais en tout cas fortement réduire les problèmes liés à la mobilité, des très hauts patrimoines au sein de l'Union européenne, et donc reposer sereinement la question de la réintroduction, la création d'un impôt sur les grandes fortunes adapté au XXIe siècle. Merci. Tu parlais de ton ouvrage, ton nouvel ouvrage, Le Triomphe de l'injustice. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des éléments que tu essaies de développer et aussi de nous montrer dans quelle mesure ça pourrait être un outil programmatique pour une certaine partie de la gauche européenne? Ce qu'on essaie de faire dans ce livre, Le Triomphe de l'injustice, c'est deux choses. C'est d'abord d'étudier la question de l'injustice fiscale. Donc qu'est-ce que c'est l'injustice fiscale? C'est le phénomène par lequel les grands gagnants de la mondialisation voient leurs impôts baisser, les sociétés multinationales et leurs actionnaires, alors même que ceux qui ont peu ou pas bénéficié de la mondialisation voient leurs impôts augmenter, les petits commerces, les retraités, les travailleurs à bas salaire. On étudie le cas des États-Unis, qui est l'exemple le plus frappant, parce qu'aux États-Unis, les inégalités ont augmenté beaucoup plus que dans les autres pays développés, et la progressivité de l'impôt a beaucoup diminué. Les États-Unis avaient le système fiscal le plus progressif du monde au milieu du XXe siècle, et aujourd'hui, quand on prend en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires, le système fiscal américain ressemble à une grande flat tax qui devient régressive au sommet de la distribution. Donc ça, c'est la première partie du livre. J'insiste sur le fait que ce phénomène d'injustice fiscale est loin d'être, bien sûr, l'apanage des États-Unis, que le problème se pose en France, et je l'ai dit, la question de la justice fiscale se pose encore plus fortement dans un pays où le niveau des prélèvements obligatoires est substantiellement plus élevé qu'aux États-Unis. Et donc la deuxième partie du livre consiste à faire des propositions pour rétablir la justice fiscale, pour inventer l'impôt du XXIe siècle, pour le dire simplement. Et donc les propositions ont plusieurs aspects. Tout part de la réforme de l'impôt sur les sociétés, parce que comme je l'ai expliqué, on ne peut pas taxer les revenus des personnes, on ne peut pas avoir d'impôt progressif sur les revenus s'il n'y a pas un bon impôt sur les sociétés. Donc on explique d'abord comment régler les problèmes de concurrence fiscale, d'optimisation fiscale des multinationales, avec cette idée toute simple de d'abord calculer le déficit fiscal de chaque entreprise et ensuite prélever, s'il le faut de façon unilatérale, une partie de ce déficit fiscal pour décourager les entreprises à enregistrer des bénéfices dans des territoires à fiscalité faible. À partir de là, on peut songer à rendre l'impôt sur le revenu des personnes physiques plus progressif, et on discute cet aspect dans le livre, mais on va au-delà, on essaie de poser la question de concrètement comment un État, un gouvernement, un pays seul comme la France peut taxer les très grandes fortunes. On l'a évoqué en tirant les leçons de l'expérience européenne, les leçons de l'ISF. L'ISF avait ses problèmes et honnêtement, l'expérience européenne en matière d'impôt sur la fortune était insatisfaisante sur tout un tas d'aspects. L'évasion fiscale a été tolérée pendant très longtemps, la dissimulation des fortunes en Suisse, dans d'autres paradis fiscaux. L'Europe ne faisait rien contre la concurrence fiscale. Les niches fiscales s'étaient multipliées, les phénomènes de plafonnement, de déduction, d'exemption, d'exonération diverses et variées. Donc nous on dit, bon voilà, tirons les leçons de tout ça, recréons un ISF plus ambitieux qui commence plus haut de façon à taxer tout, mais en contrepartie tous les actifs soient taxés à leur valeur de marché, avec des mécanismes pour lutter contre l'expatriation fiscale, avec des déclarations d'impôts pré-remplies, utilisant toute l'information dont Bercy dispose, l'administration fiscale dispose. Et voilà comment ça peut marcher au XXIe siècle. Et ensuite, il y a un dernier volet qui est la question de comment se débarrasser, ou en tout cas réduire le poids des taxes qui ont été créées et qui ont fortement augmenté dans les années 50-60, la TVA et les cotisations sociales, qui à l'époque où elles ont été créées pouvaient avoir une justification, c'est-à-dire l'idée de taxer que les salaires dans un monde où les revenus du capital dans l'après-guerre étaient assez faibles, où les inégalités de fortune étaient à un point bas historique, pouvait avoir un certain sens. De même, l'idée d'exonérer l'épargne et de taxer que la consommation avec la TVA avait un certain sens. Mais aujourd'hui, c'est un non-sens dans un contexte d'inégalité de fortune croissante, dans un contexte où on ne manque pas de capital, les niveaux de capitaux sont élevés. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut remplacer ces taxes sur la consommation et ces taxes sur les salaires par des taxes sur le revenu, avec une assiette beaucoup plus large, donc taxer tous les revenus, ce qu'on appelle la taxe sur le revenu national, qu'il faut voir comme une première, en quelque sorte, tranche d'un grand impôt sur le revenu fusionné avec la CSG, avec une large assiette, et qui pourrait, à terme, remplacer la TVA et remplacer les cotisations sociales
et contribuerait fortement à rendre le système fiscal d'ensemble plus progressif, c'est-à-dire en baissant les taux de prélèvement obligatoires pour les classes populaires et les classes moyennes, et en les augmentant un petit peu pour les plus fortunés. Merci. Et dernière question, peut-être pour élargir un petit peu, tu évoquais récemment le besoin de repenser la mesure de la croissance. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cette mesure de la croissance n'est plus adéquate et comment l'améliorer? Il y a beaucoup de problèmes avec la façon dont on mesure la croissance économique, mais un des problèmes, c'est que dans un monde où les inégalités augmentent, regardez la moyenne, la croissance du revenu moyen peut être très peu informatif sur la réalité de la croissance pour les uns et les autres. Donc, au lieu de regarder la croissance du revenu moyen, on pourrait regarder la moyenne de la croissance pour chaque personne ou pour chaque groupe social. Ce qui aurait l'avantage que cette moyenne-là serait beaucoup moins affectée par ce qui se passe au sommet de la distribution des revenus. Donc, même si les milliardaires se portent, si les milliardaires voient leurs revenus et leur patrimoine exploser, là, dans les chiffres de croissance économique, ça contribue à la croissance. On a l'impression que l'économie se porte bien, même si personne d'autre ne voit son revenu augmenter. Nous, avec des propositions qu'on formule dans notre livre, le triomphe de l'injustice, consiste à dire non, mais il faudrait regarder plutôt la croissance pour chaque groupe social, pour chaque décile, pour chaque centile, et ensuite faire la moyenne de ces croissances-là. Donc, pour le dire autrement, une croissance du PIB pondérée non pas par des euros, par les revenus, mais pondérée juste par le nombre de personnes. Et donc, il serait davantage représentatif de la réalité de la croissance économique pour l'ensemble des citoyens. Merci, merci Gabriel Zucman. Ton ouvrage Le Triomphe de l'injustice est donc disponible en librairie et doit permettre de retrouver la richesse perdue des nations, pour reprendre un titre d'un de tes papiers précédents. Merci.